Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, le royaume de Suède, comme beaucoup de pays européens à l'époque, est pris de court. Bien que la Suède ait toujours adopté un comportement neutre, l'agressivité de l'Allemagne nazie est très inquiétante, surtout après l'invasion du Danemark et de la Norvège. Et l'armée suédoise se sent très vulnérable, avec entre autres une force aérienne très insuffisante, équipée en partie de biplans Gloster Gladiator, quelque peu dépassés. Cela les force à lancer en urgence un programme pour se doter d'un chasseur moderne, en quantité suffisante, et ce, sans trop être dépendant de pays tiers. En fait, ce sont deux programmes qui furent lancés en parallèle. Un pour un chasseur lourd, plutôt ambitieux, dénommé J-21, demandé à la Saab, initiale de Svenska Aeroplan Aktiebolaget, vous me pardonnerez mon suédois j'espère, que l'on pourrait traduire par Société par action d'avions suédois. Et comme la Saab était déjà très occupée avec la fabrication de bombardiers, modèles 17 et 18, pour éviter tout risque de se retrouver sans rien, l'autre programme concerne un chasseur léger plus conventionnel, le J-22, demandé à la FFVS, que l'on pourrait traduire par Usine aéronautique de l'administration royale de Stockholm, une société créée spécialement pour l'occasion. L'impossibilité de trouver un moteur puissant ralentit le développement du gros J-21. Et c'est le J-22 qui sort en premier des usines FFVS. Son premier vol a lieu en 1942 avec un moteur Pratt & Whitney double Wasp de 1000 chevaux. Ce moteur est d'ailleurs produit localement sous licence par la Svenska Flygmotor, une filiale de Saab. L'avion est conçu en évitant au maximum les matériaux stratégiques, mais apparaît malgré tout équilibré, et possédait de bonnes performances à la vue de sa puissance modeste. 140 J-22A, équipés de deux mitrailleuses Akan M39 de 13,2 mm et de deux mitrailleuses de 7,9, ont été produits, suivis de 55 J-22B, équipés eux de 4 mitrailleuses de 13 mm 2. En parallèle, la Suède finit par négocier l'obtention puis la fabrication de moteurs allemands Daimler-Benz DB605 de 1500 chevaux. C'est le moteur qui était monté sur les Bf-109G et c'est ce dernier qui motorise enfin le J-21. Ce J-21 prend son envol en 1943. C'est un appareil très original avec son fuselage bipoutre et son hélice propulsive, et sa puissance de feu était conséquente avec un canon Akan M45 de 20 mm et de 4 mitrailleuses Akan M39 de 13,2. En avance sur son temps, on peut noter l'intégration d'un siège éjectable permettant au pilote d'éviter l'hélice. Mais les problèmes de mise au point d'un tel appareil repoussèrent son entrée en service après la fin de la guerre. Les Suédois, qui avaient également reçu des P-51D Mustang sous la désignation J-26, ont pu tout de même les comparer. Et le J-21 n'était pas ridicule face au Mustang, avec une excellente maniabilité, de meilleures performances à basse altitude, mais était un cran en dessous à haute altitude. Et surtout, la visibilité vers l'arrière était médiocre. 300 J-21 ont été produits malgré tout. Enfin, 180 J-21A, le J d'ailleurs c'est pour Jakt, chasseur en suédois, et 120 A-21A, une version dérivée pour l'attaque au sol, avec des pylônes d'emport pour des bombes et un viseur de bombardement. Courant 1946, Saab pense à remotoriser son J-21 pour en améliorer les performances, et se rapproche des Britanniques avec comme idée de départ la volonté de récupérer de puissants moteurs Rolls-Royce Griffon qui équipent les dernières versions de Spitfire. Mais c'est finalement chez De Havilland que la solution est trouvée. En effet, le gouvernement suédois leur achète des Vampire, renommés pour l'occasion J-28, mais également une licence pour produire le réacteur centrifuge Goblin de 1,3 tonne de poussée qui les propulse. Une partie de ces réacteurs, renommés RM1, moteur à réaction 1 tout simplement, et toujours fabriqué par la Svenska Flygmotor, a été installé dans la cellule du J-21, avec finalement peu de modifications compte tenu de son architecture atypique. Les appareils ainsi motorisés prenaient le nom de J-21R et pouvaient atteindre maintenant les 800 km/h. Seulement un total d'une soixantaine de J-21R et de sa variante A-21R d'attaque au sol ont été construits. En effet, la priorité a été donnée à un autre programme de la Saab en cette fin des années 40, au potentiel bien supérieur, avec le J-29 qui vient tout juste de faire son premier vol. La conception du J-29 s'est articulée autour du réacteur Ghost, version plus puissante du Goblin, à l'étude chez De Havilland, et autour de documents allemands récupérés détaillant le bien fondé des ailes en flèche. Surnommé Tunan pour le tonneau, le J-29 est bien plus agile et vif que sa silhouette et son nom laisse à penser. Les premiers J-29A entrent en service en janvier 1952, armés de 4 canons M49 de 20 mm et propulsés par un RM2 Ghost de 2,3 tonnes de poussée, et possède donc une aile en flèche à 25 degrés.
Très vite, ils seront suivis en 1953 d'une version J29B légèrement améliorée avec une capacité en carburant augmentée de 50% et bien sûr une version A29B spécifique pour, une fois de plus, l'attaque au sol, à la capacité certes modeste, mais qui, grâce à des pylônes d'emport supplémentaires, peut emporter des roquettes anti-chars, des roquettes anti-navires ou des bombes de petit calibre. Même une version dédiée à la reconnaissance, nommée S-29C, est réalisée. S pour Spanning, reconnaissance, vous l'aurez compris. Très performant, un J-29B établit en 1953 un record de vitesse en circuit fermé sur 500 km à 977 km/h de moyenne. En fait, à cette date, les Tunan sont effectivement des appareils à la pointe de la technologie aéronautique, en plus d'être faciles à entretenir, ce qui ne manque pas d'interpeller les observateurs étrangers. Comment un si petit pays, du point de vue industriel, est capable de produire de telles machines sans les moyens financiers que peuvent avoir les Américains ou les Soviétiques pour ne citer qu'eux? Et bien que la Suède ne fasse pas partie de l'OTAN à cette époque, ils ont pu quand même se mesurer au F-86 Sabre américain lors d'exercices militaires conjoints, et se sont montrés à la hauteur de ces derniers, étant même plus maniables, mais moins bons dans le vertical. Sur les 660 Tunan, toutes versions confondues produits au cours des années 50, 300 vont être mis au standard J29F en 1960, intégrant un nouveau réacteur RM2A, un Ghost équipé de post-combustion, pouvant fournir presque 3 tonnes de poussée, et une nouvelle aile plus performante, sans bec de bord d'attaque amovible. Ils reçurent même la capacité à utiliser les AIM-9B Sidewinder fabriqués sous licence renommés RB24, RB pour robot, original. Malgré des qualités évidentes, seule l'Autriche s'est montrée intéressée par le J29 et en a acheté une trentaine en 1961. Fort de cette réussite technique avec le Tunan, Saab est dans la foulée sollicité par les forces aériennes suédoises pour étoffer ses capacités avec 2 appareils différents et plus spécialisés pour en prendre la suite. Le premier des deux, assez conventionnel finalement, est un appareil d'attaque tout temps aux capacités d'emport supérieures. C'est le A-32A, qui vole pour la première fois à la fin de l'année 1952. L'avion prend le nom de Lansen, la lance, et rentre en service en 1955. Il s'agit d'un biplace en tandem bien plus imposant que le J-29. L'armement de bord reste sur les mêmes 4 canons M49 de 20 mm, mais sa capacité d'emport dépasse les 2 tonnes, le double de celle du Tunan, répartis sur 7 pylônes pour des bombes de gros calibre, toujours des roquettes, mais également d'imposants missiles anti-navires RB-04. Pour la motorisation, la Suède avait joué un peu la même partition en achetant quelques Hunter renommés J-34 et récupéré la fabrication sous licence de son moteur Rolls-Royce Avon, renommé RM5 à la Flymotor. Avec cette motorisation de 4,5 tonnes de poussée, le Lansen était lui aussi un avion transonique et pouvait passer Mach 1 en léger piqué, devenant ainsi le premier appareil de fabrication suédoise à le faire. Étonnamment, seulement un Lansen sur 4 était équipé d'un radar de conduite de tir CSF DRAC 32 d'origine française. C'est ce radar qui se loge dans le nez des vautours 2N. Fabriqué lui aussi sous licence, sous la désignation PS431. Et les autres n'en avaient tout simplement pas. Les missions d'attaque étaient menées par ceux qui avaient le radar et profitaient de la présence d'un navigateur en place arrière qui allait avec. Presque 300 A-32A ont été produits, suivis d'une variante dédiée à l'interception tout temps, nommée J-32B en 1958. Esthétiquement très proche, il se caractérisait surtout par l'installation d'un nouveau radar Ericsson de poursuite, par l'utilisation d'un nouveau moteur RM6, un avant revisité à post-combustion, portant la poussée à un impressionnant 7 tonnes, pour en améliorer le taux de montée, et par la présence de 4 canons Aden de 30 mm bien plus puissants que les 20 mm de la version A, identiques à ceux montés sur les Hunter. Il ne restait plus que 4 pylônes d'emport sous les ailes pour installer sur chacun d'eux un missile RB-24 Sidewinder. En prenant en compte quelques S-32C de reconnaissance dans le total, 450 Lansen ont été produits, et aucun n'a été vendu à l'étranger. Étant souvent utilisés dans des conditions difficiles avec le climat suédois, près d'un tiers de ces machines fut malheureusement perdu lors d'accidents, et pas moins de 100 pilotes y ont laissé la vie. En parallèle du Lansen donc, Saab, on ne devait pas s'ennuyer chez eux dans les années 50, a développé un autre appareil, bien plus original, qui devait être supersonique. Et après avoir étudié toutes les possibilités, le choix de la voilure s'est porté sur la forme en double delta. Personne ne l'avait fait auparavant, ce choix.
Alors quand le démonstrateur Saab 210 Lille Draken, ou Petit Dragon en suédois, prend son envol en 1953, c'est une première mondiale. L'idée d'une telle voilure est de profiter d'un profil à faible traînée pour les grandes vitesses, mais également d'un surplus de portance aux basses vitesses pour des atterrissages plus courts par exemple. Les essais en vol se sont montrés prometteurs et la réalisation du J-35 qui en découle fut validée. Il gardait ainsi cette silhouette si atypique, mais était 30% plus gros, renommé logiquement Draken, le dragon. Il réalisa son premier vol à la fin de l'année 1955 et entra en service en 1960 sous la désignation J-35A, après de longues années de mise au point. Bien que motorisé par le même moteur RM6 que celui du Lansen, le J-35A était capable d'atteindre effectivement des vitesses supersoniques avec un Mach 1,8 à haute altitude. Il se montre assez difficile à piloter, mais présente d'excellentes performances générales, et surtout une agilité exceptionnelle. D'ailleurs, les premiers Cobra de l'histoire de l'aviation ont été réalisés sur ce type de machine. Pour mieux supporter les jets, le pilote était installé sur un siège éjectable incliné à 30 degrés. L'avionique du J-35 reposait sur un radar Cyrano, le même que celui des Mirage 3, produit sous licence une fois de plus, et possédait comme armement de bord 2 canons Aden de 30 mm, auxquels s'ajoutaient 4 pylônes pour l'emport de missiles RB-24, ainsi que des réservoirs additionnels. Pour ne rien gâcher, la machine était assez facile à maintenir en vol, par contre, elle était gourmande en carburant et son rayon d'action était faible, moins de 1000 km. Et finalement, les distances d'atterrissage restaient assez longues malgré le double delta, ce qui amena à l'installation d'un parachute de freinage. Après 90 exemplaires de la version A, le J-35B fit son apparition, avec un nouveau système de post-combustion logé dans une nouvelle tuyère plus longue, qui nécessita l'installation d'une petite roulette escamotable à l'arrière pour éviter les touchettes au décollage. Saab installa également sur le J-35B un équipement électronique connecté au système STRIL. Il permettait des interceptions précises et dirigées par un réseau de radars de surveillance installé au sol. Mais l'utilisation des RB-24, qui ne pouvaient se verrouiller qu'en poursuivant sa cible, nuisait à l'efficacité du Draken, se reposant ainsi sur les canons ou sur l'utilisation de la roquette aérienne de 75 mm en prévision d'un affrontement en face à face. Pour entraîner les pilotes à maîtriser le Draken, une poignée de versions C biplaces ont été construites. Puis en 1963 apparaît le J-35D. Le J-35D est la première version du Draken à atteindre Mach 2 avec l'installation d'un RM6C, dont la poussée avait été portée à près de 8 tonnes. La capacité en carburant avait été également augmentée. Produit lui aussi à 90 exemplaires, 24 furent vendus à l'Autriche. Une version E a été déclinée pour la reconnaissance photo avec 60 machines produites, avec le remplacement du radar par des équipements photo, mais également avec la présence d'un périscope dans le cockpit pour que le pilote puisse identifier la zone ou la cible à contrôler. La version la plus importante du Draken vit le jour en 1965 avec le J-35F. Il se caractérisait surtout par la mise à jour de l'avionique avec la possibilité d'utiliser les missiles Hughes AIM-4 Falcon, à guidage semi-actif, renommé ici RB-27, pour remplacer les roquettes aériennes, et l'installation d'un détecteur et de suivi infrarouge placé sous le radome. Pas moins de 230 J-35F ont été réalisés par les usines Saab, dont 36 furent vendus aux Finlandais et 50 aux Danois. Sur les 600 Draken produits toutes versions confondues, 70 reçurent jusqu'à la fin de leur carrière des mises à jour au niveau de l'avionique, une fois de plus, renommées J-35J. En prévision du remplacement des Lansen et des Draken, l'armée suédoise avait demandé ce coup-ci à Saab un avion unique, assez polyvalent pour que des variantes puissent en endosser les deux rôles, et qui plus est, d'être meilleurs dans chacun d'eux. Pour rendre la chose encore plus compliquée, le nouvel avion devait également pouvoir décoller et atterrir sur de très courtes distances et sur des pistes de mauvaise qualité. Rien que ça. Saab a réussi ce tour de force avec le modèle 37. Ayant réalisé son premier vol en 1967, le Viggen, que l'on pourrait traduire par coup de tonnerre, entre en service en 1971, dans sa version dédiée à l'attaque au sol, mais avec une possibilité de rôle secondaire pour le combat aérien avec le AJ-37. Le Viggen se caractérise une fois de plus par une silhouette unique, avec une grande aile en forme de double delta et avec en plus de très grandes surfaces canards installées au niveau des entrées d'air ovales à géométrie fixe. Ces dernières alimentent un nouveau réacteur double flux RM8. À l'origine, il s'agit d'un réacteur Pratt & Whitney JTD8 produit sous licence par Volvo Aero. En fait, la Svenska Fly Motor est devenue entre-temps une division de Volvo.
Pour rappel, le JTD-8 équipait les Boeing 727 ou même les dernières versions de Caravelle. Mais ici, Volvo l'a lourdement modifié avec l'installation d'une post-combustion s'appliquant sur les deux flux et permettant une augmentation de poussée de 75% pour atteindre plus de 11 tonnes de poussée une fois allumé. Autre modification importante, ce moteur possédait un inverseur de poussée à 3 pétales. À l'époque, un moteur avec une telle fiche technique, c'est du jamais vu. Il se logeait dans une cellule relativement légère, construite avec pas mal de matériaux composites, en particulier des panneaux en carbone-aluminium, et des pièces fabriquées en titane. Ainsi, le Viggen pouvait atteindre Mach 2 en altitude, tout en conservant l'agilité étonnante du Draken. Mais en plus, il pouvait atterrir sur seulement 500 mètres, réaliser même des marches arrière, et décoller sur seulement 400 mètres. Le train principal d'atterrissage était plutôt original avec ses roues en tandem pour répartir au maximum le poids de la machine pour des pistes mal préparées. On peut noter que même les canards possédaient aussi des volets, améliorant la portance pour les très basses vitesses. Son rayon d'action pouvait atteindre les 2000 km, si on n'allumait pas trop la post-combustion. L'avionique était résolument moderne pour l'époque avec un radar Ericsson PS-37 monopulsé dédié à l'attaque au sol et à la navigation à la portée de 120 km. Couplé à un radar Doppler et un radar altimétrique. L'ensemble était géré par un calculateur numérique Saab CK37 qui faisait office de navigateur et dont les informations nécessaires au pilote étaient projetées sur l'HUD. L'appareil possédait ainsi des capacités tout temps avec un ILS et pouvait emporter jusqu'à 7 tonnes de bombes, de roquettes et de missiles anti-navires ou anti-chars, ou des RB-24J modernisés pour l'autodéfense. On peut noter que le AJ-37 Viggen ne possédait pas de canon interne, mais des canons ADN pouvaient être installés en nacelle si besoin. Pour assurer ses missions d'attaque, l'appareil pouvait recevoir des nacelles de contre-mesure et s'appuyer sur un détecteur d'alerte radar, dont les antennes étaient logées dans les petits carénages en forme d'obus, à la jonction du double delta de la voilure. 110 AJ-37 furent produits, mais de nombreux accidents survinrent au début de sa carrière. La faute à la mauvaise conception de longerons dans la voilure, dont la rupture entraînait la perte de l'appareil. Une fois ces pièces remplacées, le Viggen s'est montré sûr et apprécié des équipages. L'avion était plus facile et plaisant à piloter que le Draken. En parallèle, une trentaine de SF-37 de reconnaissance ont été réalisées, très proches du AJ-37. Ces machines ne possédaient pas de radar, remplacées par des caméras et des détecteurs. Également, une vingtaine de SK-37 furent fabriqués, une version biplace d'entraînement, SK pour Skoll, école une fois traduit. À partir des années 80, une version JA-37 vit le jour, renommée Jagdvigen, plus typée pour la chasse et l'interception donc. Extérieurement très proche des versions précédentes, elle possédait un moteur RM8B légèrement plus puissant et la cellule était renforcée. Mais la grosse différence provenait de l'avionique avec un nouveau radar Ericsson Doppler ayant la capacité de verrouiller et de tirer vers le bas, avec la présence d'une centrale inertielle et d'un pilote automatique numérique ainsi que d'un calculateur de données de vol piqué au F-14 Tomcat. Le cockpit avait également été modernisé en conséquence avec la présence d'écrans multifonctions. Fabriqué à 150 exemplaires, ce Jagdvigen possédait lui un canon interne Oerlikon de 30 mm d'origine suisse et pouvait recevoir 4 RB-24J courte portée, puis des RB-74, version tout aspect du Sidewinder, mais également 2 RB-71 Skyflash de moyenne portée à guidage semi-actif. En fait, des Sparrow améliorés par British Aerospace que l'on a pu voir sur les Phantom britanniques. Je mets le lien en fiche. En 1992, le gouvernement suédois a approuvé la modernisation des AJ-37 Viggen alors en service. Une cinquantaine de machines donc, renommées AJS-37, pour les rendre plus polyvalentes par la même occasion, leur donnant la capacité d'utiliser des armes plus modernes, comme des missiles anti-chars RB-75 Maverick, ou les missiles IR tout aspect RB-74 lui aussi.
La navigation avait été également améliorée avec l'intégration d'un astucieux système de planification de mission à cartouche amovible. Associé au système de navigation Doppler déjà présent, il permettait de préparer l'intégralité des vols en avance, faire le suivi en temps réel avec cartographie et enregistrer les données pour être consultées au retour. Vers la fin des années 90, c'est au tour des Jagdvigen de subir une mise à jour majeure pour 35 appareils, qui devinrent des JA-37D. L'ensemble de l'avionique est revu. On peut noter entre autres un nouveau système de liaison de données strict, toujours pour l'interception pilotée au sol, mais plus moderne. Une nouvelle version du radar Ericsson PS-46, capable à présent de suivre plusieurs cibles à la fois, et surtout capable d'utiliser les nouveaux missiles RB-99 à guidage actif de moyenne portée, qui sont en fait des AIM-120 AMRAAM. On peut remarquer qu'aucun Viggen n'a été exporté malgré des qualités évidentes. Et ceux qui étaient encore en service dans l'armée suédoise ont pris leur retraite en 2005. En effet, à partir du milieu des années 90, c'est son successeur, encore et toujours produit par Saab, qui a commencé à prendre le relais avec le modèle 39. Ce remplaçant, le Gripen, que l'on peut traduire par Griffon, a été conçu comme un appareil instable, aux commandes de vol électriques intégralement gérées par ordinateur, se rangeant ainsi dans la catégorie des avions super manœuvrants. 3 calculateurs numériques redondants sont donc en charge de faire voler l'avion, avec un calculateur analogique de secours en cas de défaillance générale du système. Ces calculateurs peuvent même prendre en compte la perte d'un aileron par exemple, et de la compenser en utilisant les plans canards à la place. Ces derniers, entièrement mobiles d'ailleurs, peuvent servir également d'aérofrein en basculant à 90 degrés, en plus des aérofreins principaux pour les atterrissages courts, faisables sur moins de 600 mètres, finalement proche de ce que pouvait faire le Viggen. Bien qu'il soit facilement identifiable, le Gripen offre une silhouette plus conventionnelle avec son aile delta tronquée et ses grands plans canards justement. Il y a comme un air de Rafale ou d'Eurofighter effectivement. Mais attention, c'est un petit gabarit, qui pèse seulement la moitié de ses semblables. On est en fait plus près d'un F-5 Tiger dans la philosophie d'approche, ou plutôt du F-20 Tiger Shark, avec lequel il partage carrément la motorisation. En effet, il s'agit d'un General Electric F404 double flux de presque 8 tonnes de poussée avec PC. Encore et toujours produit par Volvo sous la désignation RM12. Bien que ce moteur soit beaucoup moins puissant que celui du Viggen, il garantit d'excellentes performances dans cette cellule légère. Grâce à l'utilisation massive de matériaux composites, le taux de montée est même 20% supérieur au Viggen, et Mach 2 peut être également atteint en altitude. Saab a misé sur la réduction de coûts d'exploitation et d'entretien pour rendre son modèle attractif. Le premier vol du Gripen a eu lieu à la fin de l'année 1988 et la première version de série, renommée JAS-39A, devient le premier chasseur de génération 4.5 à entrer en service au début des années 90, si on considère cette catégorie comme une catégorie à part entière. Il se montre par la même occasion d'une grande polyvalence, fini les différentes variantes dédiées. Le même appareil est censé être capable de réaliser toutes les missions de chasse, d'attaque et de reconnaissance, d'où les initiales JACT, Attack et Spanning. La mise au point ne s'est pas faite sans mal, avec la perte de quelques appareils, dont le premier prototype. Les programmes de gestion de vol ont dû être corrigés ou affinés. Ici, la trop grande réactivité des commandes électriques a amplifié l'oscillation induite par le pilote. Il s'en est sorti heureusement avec seulement un bras cassé, léger mais solide. L'oscillation induite est un phénomène connu en aviation. En voulant rattraper un mouvement intempestif, on se retrouve dans une situation encore pire à chaque correction, jusqu'à la perte de contrôle totale dans certains cas. Sans surprise, le JAS-39A peut utiliser toutes les armes de toutes les versions de Viggen précédemment décrites, ainsi que des nacelles de reconnaissance, et son armement de bord se résume à un seul canon Mauser de 27 mm. L'avionique est résolument moderne, s'appuyant sur un radar Ferranti Ericsson Doppler multirôle, bien plus performant et 2 fois plus léger que celui du Viggen. On peut noter également la présence d'une centrale inertielle très précise, d'un RWR dernier cri avec identification des menaces, des systèmes de contre-mesure et de brouillage, et d'un système de liaison de données pour l'interception, mais qui permet également d'échanger des données avec les avions AWACS Saab Ericsson 340 REI en temps réel. Une centaine de JAS-39A ont été produits, épaulés par une trentaine de JAS-39B, une version biplace, plus longue de 70 cm. Mais ce n'est pas à proprement parler une version d'entraînement, l'avion étant a priori très facile à utiliser. C'est plus une version de combat permettant une charge de travail partagée par l'équipage.
Puis au cours des années 2000, le Gripen évolue en JAS-39C et D, dit Super Gripen. Les modifications ne concernent que l'avionique pour s'adapter aux nouvelles menaces et à l'utilisation d'un nouvel armement dit intelligent. Et c'est tout récemment que les premiers JAS-39 modèle E ou F, dit Gripen NG, sont sortis des usines Saab. C'est une évolution assez importante, avec une amélioration de la cellule, devenant plus discrète face aux ondes électromagnétiques et plus solide, permettant d'augmenter la capacité d'emport à 6 tonnes. Le réacteur est devenu un F414G, 25% plus puissant que le F404, et moins gourmand, permettant de croiser à Mach 1,25 sans post-combustion. Le train avant ne possède plus qu'une seule roue, et le train principal a été déplacé carrément sous les ailes, libérant ainsi de la place dans le fuselage pour mettre 35% de carburant en plus. L'avion pouvant maintenant parcourir jusqu'à 4000 km. L'interface avec la machine ne se fait plus qu'à travers un seul écran large, et le casque du pilote fournit de nombreuses données en plus de la visée. L'avionique est forcément modernisée dans son ensemble. On peut tout de même remarquer la présence d'un IRST, juste devant la verrière, et le remplacement du radar de bord par un Leonardo Raven de type AESA, plus discret également et compatible avec les missiles RR longue portée Météor. On peut noter que des ventes à l'export ont été réalisées avec une trentaine d'appareils pour l'Afrique du Sud, une quinzaine de Gripen sont également vendus à la République tchèque et autant prêtés à la Hongrie. La Thaïlande pour une douzaine d'appareils ainsi que 2 AWACS Saab par la même occasion. Le dernier gros contrat de vente s'est fait avec le Brésil pour 36 appareils qui sont en cours de livraison. Aujourd'hui, la quantité totale de Gripen atteint les 300 exemplaires, et ce sont des machines toujours en production. L'intégration de la Suède dans l'OTAN en 2024 pourrait peut-être même ouvrir des portes, ou en fermer. L'avenir nous le dira. En tout cas, je trouve extraordinaire qu'au cours de toutes ces années, un pays qui ne compte que 10 millions d'habitants ait pu produire, de manière la plus indépendante possible, par l'intermédiaire de Saab, de telles machines, à la fois technologiquement très avancées, tout en étant compétitives. Et encore, on n'a pas parlé des voitures de la même marque. D'autres drôles de machines, dont certaines ont également marqué l'histoire. Une aventure malheureusement terminée de ce côté-là.